Faire un grand pas en arrière. On va quitter l'actualité brûlante des faits divers pour aller à Pigalle, une période dont on parle souvent, qui est un quartier évidemment chaud, comme on dit, et parler de cet homme, Pierre Koutchourou. Alors, il est mort, Pierre Koutchourou. Il a été assassiné dans la nuit du 29 au 30 juillet 1954 dans un bar du côté de la Madeleine, tué par un dénommé Robert Jouin. Alors, vous voyez plein de photos de cet homme derrière. On l'appelait le juge de paix. On est en ligne avec François Canonici qui a écrit un livre de Bonifacio à Pigalle pour raconter la vie de Pierre Koutchourou. Je ne sais pas si vous nous entendez, François. Est-ce que vous êtes avec nous, François ? Je suis à Bonifacio avec vous. Eh bien, il est à Bonifacio avec nous. Vous voyez, comme ça, c'est un rayon de soleil avec ces falaises de Bonifacio. Un mot, parce que ce livre vous a demandé beaucoup de travail. Pour nous le décrire, vous qui nous parlez de Bonifacio, c'était qui ce jeune Koutchourou ? C'était un enfant pauvre, c'était un enfant turbulent qui s'est arraché de sa condition ? On dit Koukourou, hein, c'est difficile à prononcer, je sais bien. Je fais un effort sur de corsiser mon langage, c'est pas si simple. Il était d'une famille très pauvre. Son père était charbonnier et lui-même travaillait un peu avec son père parce qu'à l'école, il n'a jamais voulu rien faire. Voilà, donc c'était des gens qui ont connu même la misère. Hein. Mais François, je vais donner la parole à mes invités, mais si on voulait le définir, cet homme qui a tenu Pigalle, on l'a appelé le juge de paix, c'est-à-dire que ça a été le patron, celui qui réglait les affaires, pas les affaires officielles, les affaires officieuses. C'était quoi ? C'était un parrain ? C'était un juge de paix ? Comment on le définirait, ce Pierre Cuc ? C'était un peu tout à la fois. Hein. C'était quelqu'un de bon conseil, c'était quelqu'un que l'on respectait. Il avait su se faire respecter, hein, remarquez. Donc c'est lui que l'on consultait, qu'on venait demander des conseils et même solliciter des places à Paris, hein, parce que des fois il y a même des gens qui sont venus de Corse pour demander à Pierre Cuc s'il pouvait rentrer dans les administrations. Vous voyez un peu, hein, ce que c'était. François, donc c'était un peu ce qui pouvait se passer chez nous, un personnage politique connu qui a une influence. Vous voyez, lui c'était pas un personnage politique, mais il avait de l'influence, ça c'est certain. Il avait une vraie influence et effectivement, on va en reparler avec vous, restez avec nous François. Il avait comme ça dans son bar, le Lorelai, rue Notre-Dame-des-Lorettes, ouvrait sa table à Chaban-Delmas, Mauriac, des personnalités, Frank Sinatra. D'abord juste un tout petit retour en arrière, il est résistant, Jérôme Pirat, Bruno Fulini, c'est un peu l'histoire des Corses, parce que souvent il y a des polémiques sur les Corses. Alors, ils ont été à la Carlingue, c'est-à-dire du côté de la Gestapo. Lui a été décoré de la Croix de guerre par le général de Gaulle. C'est un résistant et il devient le garde du corps de Chaban, qui va venir d'ailleurs dîner et prendre des verres chez lui. Chaban-Delmas, qui n'est pas n'importe qui dans le paysage politique. Les Corses à Pigalle, ils ont démarré en quelle période, là, Bruno Fulini ? C'est quoi l'arrivée des Corses à Pigalle ? Les Corses à Pigalle, ça a démarré il y a très longtemps. Hein. Là, je ne suis pas... François, attendez, restez avec nous. Je posais la question à Bruno Fulini. Gardez le soleil bonifacien. Restez avec nous, Bruno Fulini. On en trouve déjà dans les années 1900, dans les archives du ministère de l'Intérieur. J'ai trouvé le dossier fabuleux des frères Ucciani, donc des Corses d'une famille plutôt bourgeoise, parents pharmaciens, mais alors complètement déclassés, qui, comme les autres, font un peu de proxénétisme, un peu de trafic, mais eux, ils savent écrire, et donc ils ont une idée géniale, ils vont créer un journal de chantage, la Lanterne de Paris et de Montmartre. Donc on imprime un numéro, on vous prévient qu'il y a toute votre turpitude dedans, mais vous pouvez acheter l'intégralité du tirage. C'est ce qu'il y a de plus rentable en matière d'entreprise de presse, hein, puisque la totalité du tirage est acheté d'avance par les personnes intéressées. Oui. On va vite au kiosque chercher les liasses. Alors les Ucciani, et en particulier l'aîné, sont très respectés, craints, et dès 1910, on a un rapport de police indiquant que l'aîné joue ce rôle de juge de paix, c'est-à-dire que quand il y a une bisbille, un truc à arranger, un arbitrage en fait qui est nécessaire entre deux bandes ou entre deux malfrats, avant d'en venir aux mains, eh bien on passe devant ce personnage qui est craint, qui est redouté, mais qui est respecté aussi. Et c'est cette fonction évidemment totalement informelle mais utile qui va se perpétrer, et les Corses sont très très bien faits culturellement pour exercer cette forme de magistrature. Jérôme Pirat, c'est le juge de paix. Je vais me tourner vers Fabrice Rizzoli après, parce qu'il y a des mafias qui, elles aussi... C'est quoi ? C'est une sorte d'organisation parallèle, en parallèle de la vraie justice ? C'est quelqu'un qui a suffisamment d'une personnalité qui est reconnue par tout le monde, déjà, qui fait l'unanimité. Mais il faut avoir tenu le pistolet, il faut avoir réglé ses comptes, il faut... Une certaine réputation dans le milieu pour pouvoir prétendre à cette ça. place-là. Oui, effectivement, si vous arrivez...
Vierge. En jeune débutant, en casier judiciaire vierge, c'est pas forcément une bonne école. Il a un casier vierge, plutôt, Pierre Cuc. C'est plutôt quelqu'un qui, globalement, a pas eu... Il a eu 8 condamnations avant la guerre, avant la guerre. et après, on en parlera. Après, il se tient à carreau, il n'apparaît plus C'est dans légal, la première ligne des affaires. Voilà. Mais oui, le rôle de juge de paix, c'est ça. On prend un type qui est de bonne foi, qui est juste, qui a une bonne réputation. Pourquoi ? Parce que dans leurs affaires, et on ne peut pas aller au tribunal de commerce se plaindre, on ne va pas aller porter plainte en cas de litige. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, on se tue. En tout cas, la violence est la seule solution pour régler ces histoires-là. Avant d'en arriver là, il est de bon goût d'essayer d'avoir une conciliation. C'est un médiateur, si vous préférez. Voilà. Qui va essayer d'arranger le coup. Et puis, quand on ne peut plus arranger le coup, à vous, messieurs, de sortir les calibres. Vous qui avez une vue, je dirais, transversale des mafias, la Cosa Nostra, les 'Ndrangheta, enfin toutes ces mafias italiennes, c'est le même phénomène, c'est-à-dire qu'on règle ses affaires en famille, on ne va pas au tribunal de commerce parce que les affaires sont illégales, on a des prête-noms, donc il est bien obligé qu'il y ait une médiation finalement. Vous me demandez de régler la différence entre l'Italie et la France, c'est bien difficile, mais je m'y essaye. Très certainement que la notion de territoire est différente. En Italie, chaque chef mafieux doit gouverner sur son territoire, ça peut être son petit village de 2500 habitants, et il ne peut pas partager cette notion de juge de paix. Il est juge de paix sur son territoire de 2500 habitants. Ce que je crois, c'est que la répartition territoriale en France est moins forte. Je m'explique. Vous pouvez avoir des bandes de l'Opéra à Marseille, une autre bande au Panier, et pourtant, vous pouvez avoir un juge de paix qui va être écouté par les deux territoires. C'est peut-être ça la différence avec la France. Mais dans tous les cas, parce qu'on parle d'organisation criminelle, si on ne veut pas parler de mafia, celui qui représente l'autorité sur son village ou reconnu par 2 quartiers de Marseille ou à Paris, doit avoir le respect, l'écoute, et très clairement, le facteur discriminant... Ça passe par la force. Ça passe par l'utilisation de la violence, mais cette violence peut être de manière rationnelle. On n'est pas obligé de tuer tout le monde. Ça peut être la menace, la mise à l'amende, et il faut être écouté. François, juste, vous êtes toujours avec nous. Un mot quand même sur cet homme, parce que quand j'ai préparé l'émission, moi j'ai lu votre livre qui est passionnant, c'est un travail d'archiviste. On voit les rencontres que fait Pierre Cuc, dit Cuc, qu'on l'appelle comme ça dans le quartier. Oui, c'est vrai qu'il rencontre Sinatra, Gary Cooper, Mauriac, Chaban et plein d'autres, des journalistes, des intellectuels. Et vous me disiez en préparant l'émission, c'est incroyable parce qu'il sait à peine lire et écrire. Comment vous l'expliquez ça, François ? Justement, c'est ça qui m'a intrigué et qui m'a amené justement à essayer de comprendre comment il avait pu en arriver là. Et ça, on se le demande encore. Ça, je crois surtout dans le milieu, il s'est fait une place parce qu'il était estimé. Bon, d'abord, il faut dire une chose. Au début, il y avait une place à prendre. Quand Mathieu Costa a été bien sûr. assassiné, donc lui, il a pris la place. Mais déjà, avant ça, c'était quelqu'un qui avait fait sa place dans le milieu. Et donc, tout naturellement, c'est lui que l'on a désigné. On l'a désigné vraiment. C'est pas lui qui a dit « je veux être le patron ». On est venu, on lui a dit « Pierre, c'est toi qui prends la direction de tout ». Donc, ça veut dire quand même qu'il était reconnu dans ce milieu-là. Merci François. Jérôme Pirrat, juste pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas aguerris aux questions du grand banditisme de cette époque, il y a des codes, il y a des tatouages, il y a des passages obligés, on passe par les baddaf, qui sont les bataillons d'Afrique. Il y a quand même des passages obligés, il y a un cursus honorum de celui qui va prendre les rênes de la mafia. À l'époque, le milieu, effectivement, il y a une espèce d'apprentissage et de concours successifs à réussir. Alors ça commence par ce qu'on appelle génériquement les bagnes d'enfants, mais les maisons de correction, les colonies pénitentiaires, enfin ça a changé de nom au fil des années. Voilà. Généralement ça commence là. Au moment du service militaire, comme Cuc, on va généralement dans des bataillons qui sont réservés aux titulaires de casier judiciaire. Les disciplinaires, quoi. Voilà, en gros, la République dit on va pas mélanger le bon grain et l'ivraie, on va pas prendre des bons petits piou-piou qu'on veut éduquer civiquement à l'occasion du service militaire en leur mettant avec des crapules, entre guillemets. Voilà. Je résume, donc on les met à part, ils vont dans les fameux bataillons d'Afrique, les baddaf, et c'est l'école française du tatouage, les baddaf. Alors pour en ressortir, être un vrai, un dur à tatouer, comme le chantait Fernandel en 1934 dans Raphaël le tatoué, où il sort des baddaf. Pierre Cuc avait une inscription sur le torse. Enfin, il sait faire à peu près l'uniforme classique de ces garçons. Et ça servait après, quand vous regagniez le continent, que vous finissiez votre temps de service en Afrique du Nord, parce que les baddaf, c'était à Tataouine, dans le sud tunisien, aux portes du désert. Quand il revenait en France, on lui disait, tu vas à Pigalle, tu vas à Lyon, tu vas à Marseille dans tel bar, tu dis tu nous connais, tu montes tes bousilles, on appelait ça en argot les bousilles, les tatouages, et on saura d'où tu viens, t'as ta carte d'identité en gros. Exactement. Sur toi. Donc ça servait aussi à ça.
Après, les voyous ont vite compris, à partir de la Seconde Guerre mondiale, que c'était complètement crétin de se désigner ainsi aux yeux de la police et de la justice, et ils ont plus ou moins abandonné cette tradition. Mais Kuk, il était passé sous les aiguilles des tatoueurs. Donc voilà, donc il y avait ça, puis après donc on arrivait sur le pavé, et puis après condamnation de prison complétait l'affiche. Chacun peut répondre. Les Corses, ils font quoi dans les années 50? Parce que, si j'ai bien compris, il y a quand même la prostitution. En tout cas, on exploite des femmes. Il y a les clandés. Il y a évidemment... Il y a la drogue. Et la drogue. Et il y a la drogue. Parce qu'on ne parle pas souvent de la drogue, mais il y a de la drogue. Ça, Elle commence depuis totalement. Il y a l'opium. Alors, la drogue, elle est déjà là depuis les années 20, hein, bien sûr. Mais les Corses ont un avantage. C'est quelle drogue, Bruno Fulini? C'est l'opium? Alors, au départ, c'est l'opium. l'opium, Après, hein. c'est tous ses dérivés. Mais Cocaïne. Mais voilà. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que les Corses, même s'ils sont sur un territoire qui est géographiquement tout petit, Montmartre, Pigalle, la rue de Douai, tout ce territoire-là. Les Corses ont un avantage comparatif par rapport aux autres, c'est qu'ils ont un réseau mondial. Il y a tous les Corses des colonies, il y a tous ceux qui sont en Indochine, qui ont connu le sud de la Chine, donc Trafic de piastres. mais qui peuvent se fournir de matières premières directement, qui bâtissent des réseaux mondiaux. Et puis il y a tous ceux qui vont aller, parfois c'est les mêmes, en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, l'Argentine, le Paraguay. Ricor, par exemple, c'est un type qui va Le terminer. Brésil aussi, hein, puisque Brésil. à la recherche de Colonna, c'était plus récent, c'est que les inspecteurs sont allés jusqu'au Brésil. Il y a une très forte... Le Venezuela, grosse communauté. Le Venezuela, 2 présidents du Venezuela sont d'origine corse. La République dominicaine. Donc il y a des réseaux incroyables. Et tout ça transite par des centres de décision qui, eux, sont à Montmartre. Et Montmartre, c'est intéressant parce que comme c'est un lieu de sortie et de plaisir, eh bien, on va fréquenter aussi des vedettes, des politiques, des gens tout à fait en vue. On est finalement dans une capitale à l'intérieur de la capitale. Avec des réseaux qui se croisent, hein, le réseau politique. Chaban vient dîner, Mauriac. Et Sinatra, c'est oui, moins il y a- surprenant. il y a- Et Fabrice Risoli aussi. Non, mais il y a aussi, à l'époque, ce qui a complètement a été perdu aujourd'hui, c'est que les grandes figures du milieu sont presque des gens publics. C'est-à-dire que, et souvent qu'en plus, quand ils ont un bar comme Kuk, il y avait le fameux Joatia qui avait un autre bar, Absolument. le Gavroche, ou pareil, tout le gratin parisien, allez écouter la... C'est quoi? C'est un peu du snobisme? On se dit, Oui, on va... c'est ça, il y a une espèce de truc d'encanaillement, voilà. on se dit, on va aller... Le chez petit Kuk, frisson, on va quoi. aller voilà. Donc ça traînait le show business de l'époque, il y avait une espèce de miroir comme ça qui plaisait beaucoup aux artistes, aux politiques, aux gens puissants. Voilà, ce qui s'est un peu perdu aujourd'hui, c'est de mauvais goût d'aller dans un bar de voyous. Oui, Quand on est, voilà. c'est clair. Pour revenir sur les activités corses, on oublie l'importance, à mon avis, dans le crime organisé français, historiquement, de la prostitution. Pour avoir lu d'ailleurs Histoire du milieu de Jérôme Pierrat, il y a une vingtaine d'années. Une référence, La en prostitution, effet. c'est très fort. Si on lit aussi les travaux de Thierry Colombier sur la French Connection, je me permets une hypothèse très française. La France a quand même fait la guerre à tout le monde et a colonisé la moitié du monde. Pour ça, il faut y envoyer des soldats. Et quand on envoie des soldats, il faut des prostituées. Et je pense quand même que les pourvoyeurs de C'est prostituées... eux qui fournissaient. Le début de la French Connection, c'est d'abord une traite des blanches. Puis qui va se transformer Traite par de un blanches, trafic d'héroïne, Ouais. dont on a parlé ici avec l'importance de la diaspora. Et c'est un parallèle qu'on peut faire avec les clans siciliens, à qui ils doivent de la diaspora la capacité à la fois d'aller chercher à l'époque du cannabis en Inde, puis de l'héroïne dans le Triangle d'Or, pour l'amener jusqu'aux États-Unis pour emprunter les chemins de la prohibition. Pour le coup, j'ai même écrit un article où j'ai inventé le concept de narco-comptoir. Aujourd'hui, les magistrats italiens mettent le focus sur l'arrestation de gens qui habitent depuis 30 ans en Argentine, au Venezuela, au Brésil, etc., qui sont en contact à l'interface entre les cartels latino-américains et les cartels, les clans Parce que de la intégrés, mafia parce que calabrese. vivant dans l'espace. Voilà. Et donc, Donc évidemment. l'importance de la diaspora est à étudier. J'aimerais quand même faire un focus. Il y a eu quelques articles de presse. Alors la télé était moins puissante. Twitter n'existait pas en 1954, dans la nuit du 29 au 30 juillet 1954. Alors des photos de presse. Il est mort. Il s'effondre. Ce qui est intéressant, c'est que 2 ans plus tard, il y a un procès. L'homme qui l'a tué s'appelle Robert Juin. Et c'est très intéressant parce que c'est un pied noir d'origine professeur de sport. Si ma mémoire est bonne, c'est un prof de sport qui s'est recyclé dans les bars à bouchons. Et ce Robert Juin, un peu paniqué, a tiré 3 ou 4 balles, une sur son garde du corps, 3 sur Kuk. Et il y a un procès. Et là, c'est très intéressant parce que les Corses, les amis de Kuk, qui vont venir témoigner à la barre, disent oui, effectivement, Kuk, notre patron, était vraiment très, très énervé. Et Robert Juin était en situation de légitime défense, faisant trembler Robert Juin dans le box parce qu'il sait, Robert Juin, qu'il va sortir rapidement et qu'il va être poursuivi jusqu'à sa mort. La vente d'État, parce que l'affaire Kuk, c'est aussi une affaire de vente d'État. Bruno Fulini, Jérôme Pierrat, c'est typique dans le règlement de compte des bandes corses.
Ah bah, On règle ses affaires. Au moment où Cuc meurt, ça fait 10 ans que Pigalle est ensanglanté par les règlements de compte et par des vendettas qui remontent d'ailleurs à avant-guerre. Du côté de Toulon, il y a des Salicetti, voilà. Il y a plein de ouais. grands voyous de l'époque. Ange Salicetti dit le séminariste, François Lucarotti dit le notaire. Ça, c'est pour et on se tire dessus. Et tout le monde se flingue à qui mieux comme ça pendant des années. Mais c'est la caractéristique des Corses, c'est-à-dire qu'on les dit souvent très soudés dans le milieu corse. Le mec, très divisés. Ils sont surtout en train de se flinguer en permanence. On le voit en Corse depuis quelques années. Hein. C'est les catons. C'est intéressant la passerelle que vous faites. Ça n'a pas beaucoup changé finalement. Non, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les Corses, leurs premiers ennemis, ce sont eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils, voilà, s'ils se flinguaient pas effectivement entre eux, c'est eux-mêmes parce qu'ils sont suffisamment puissants pour ne pas être attaqués par les autres. Il faut quand même le signaler. Et au lieu de parler de vendetta, même si ça me plaît énormément, c'est un mot en tout cas dans le vocabulaire corse. Oui, mais qui est vrai. En tout cas, c'est le sang de la vengeance et ça va durer. C'est le sang de la vengeance, mais ça fait trop référence. Parfois, on tuerait pour rien. J'exagère. Hein. Or, en fait, il y a des intérêts en jeu. Je te tue pour prendre ton bar, je te tue parce que tu as essayé de prendre le mien, bien sûr. Voilà, etc. Moi, je préfère le concept de violence programmée qu'ont inventé vous dites crime organisé, d'ailleurs, c'est marrant. Non, mais souvent dans la mafia aussi, on avait tendance à dire « Ah, mais oui, mais il veut régler un compte, t'es un vieux compte d'il y a 10 ans. » Non, c'est parce qu'il essayait de prendre mon entreprise, parce qu'il a dit du mal de moi dans mon dos, et quand on dit du mal de moi dans mon dos, fait réduire ma capacité de consensus social vis-à-vis des gens. On réduit ma capacité de juge de paix. Donc, je dois te tuer. En l'occurrence, ici, on doit tuer la personne qui, de toute façon, va échapper à la justice, d'une manière ou d'une autre. Donc, la justice de l'État doit être reléguée en dessous de la justice des criminels. Donc, c'est pour ça qu'on tue cette personne. C'est pas uniquement, si je puis me permettre, du folklore. Mais vous n'avez pas dit que c'était du folklore, hein, mais faut faire attention. Bruno Felini, juste un mot, parce que vous avez fait les archives secrètes de la police. C'est toujours intéressant de se dire, mais comment on laisse prospérer, finalement, ces organisations, ces bars à bouchons, ces prostituées qui étaient des centaines dans les rues, devant les yeux de la police. Et ça arrange aussi. C'est ça qui est très étrange, cette relation ambiguë. Le milieu, comme son nom l'indique, il a une stabilité. Vous êtes du milieu, on vous identifie, on sait qui vous êtes. Vous êtes le patron de tel bar de la rue de Douai. On sait à la limite, grosso modo, où on va vous rencontrer à un moment dans la journée. Et tous ces gens-là s'identifient, ça veut dire que les policiers savent aussi à qui ils ont affaire. Ils préféreront toujours ça à des délinquants surgis de nulle part, qu'on ne connaît pas, qu'on n'identifie pas. On peut même dealer. La pègre à l'ancienne, quoi, c'est-à-dire le code de l'honneur. Mais oui, on a même vu, au lendemain de la guerre, on a même vu, au-delà de la police, des services de renseignement, des services secrets qui étaient en pleine réorganisation, des fois essayer de s'entendre, de s'appuyer, de dealer avec des clans corses parce que sur une opération précise, ils avaient tout le matériel et le savoir-faire nécessaire pour cela. Donc ça s'est vu. Et donc la police, finalement, d'abord ça l'arrange. Ensuite, dans certains cas, au fond, elle compte les points. Hein. C'est ça. On ramasse. Si entre eux, après tout, on n'a pas à intervenir. Oui. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette violence, elle n'est pas anarchique. C'est-à-dire que oui, les Corses se tirent dessus les uns les autres, mais pas n'importe comment. En fait, il y a des clans. Et ce sont des clans qui sont en lutte. Et c'est vrai qu'ils luttent pour des territoires. Dans les territoires, il y a des bars. Ces bars sont des lieux vraiment stratégiques. Qui génèrent beaucoup d'argent. Voilà. Simplement rendez-vous, à une époque où on n'a pas de communication. Quand on fait cela, des fois, on tue un frère, un enfant, et donc là, la compétition, je dirais économique, se double d'une soif de vengeance qui devient totalement irrationnelle. La vendetta Salicetti, c'est quand même 40 morts. C'est 40 cadavres. Un massacre, ouais, parce que on tire des deux côtés, on se tue, on se blesse et on se. Mais tue, la famille évidemment. fait pression. Récemment encore, dans le clan de la Brise de Mer, on a fait pression sur l'enfant d'un des caïds assassiné il y a 10 ans. Mais alors, tu n'as pas encore vengé ton père? Finalement, il l'a fait, mais je ne donnerai pas de nom. Donc finalement, ce que vous nous dites là, et je racontais cette émission comme de l'histoire ancienne et du folklore, finalement, on perdure. François, juste, vous êtes toujours avec nous, je crois, de Boniface. Vous vivez sur l'île, vous vous êtes intéressé à ce personnage. C'est d'histoire ancienne, ce qu'on se raconte là, où il reste comme ça, dans le peuple corse, quelque chose qui perdure de cette volonté de se venger, Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Oh, écoutez, là, de toute façon, maintenant, ce n'est plus comme avant. On n'est plus du temps de Pierre Coucke, hein, c'est terminé tout ça. Hein, vous avez parlé tout à l'heure de la Brise de Mer, etc. Bon, ça n'a plus rien à voir, voilà, c'est tout. Hein, non, mais c'est intéressant, c'est toujours mieux avant, quoi. Pardon? C'était toujours mieux. Oui, si on peut dire. C'est ça, non, mais il y a un peu de ça, quoi.
Voilà. c'est certain. On peut peut-être dire que jusqu'à Jean-G. Colonna, on a le dernier juge de paix bien Voilà. identifié. Mais je voudrais quand même préciser que ce Robert Jouin va sortir de prison, parce que je le dis avec le sourire, mais c'est dramatique d'ailleurs, parce que bien évidemment des Corses qui sont envoyés d'ailleurs de Corse vont tenter de repérer la planque de Robert Jouin qui se cache, et ils le trouvent rue Le Pic. Et ils vont le tuer, Jérôme Pirat. Simplement, là aussi, on est dans une émission police-justice fait divers. Il y a un autre fait divers qui va se générer, parce que les tueurs sont un peu débutants. D'ailleurs, beaucoup vont s'en plaindre. Et ils tuent évidemment Robert Jouin, mais ils en tuent d'autres. Il y a 2 personnes, 2 pauvres passants qui sont rue Le Pic, qui font leurs courses. De la rue Les Pics et de la rue Véron. Exactement. Tuant à 2 bouteilles de champagne à la main et un pyjama, il va chez une maîtresse. C'est exactement ça. Et je crois qu'il s'était transformé, Robert Jouin, en turfiste. Il jouait aux courses, il avait Oui, tout arrêté. Il était book. Il était bookmaker, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il était surtout dans une semi-clandestinité. Il était planqué dans un appartement du 16e arrondissement. Il n'avait pas mis depuis quelques mois les pieds à Pigalle. Et il vient voir sa maîtresse rue Le Pic. Là, il se disait, bon, ça a dû se tasser. Les types ont l'air un peu plus calmes. Je vais y aller. Bon, manque de... Oui, c'est quand même bien de parler de cette histoire de victime innocente, parce que cette il y en a eu histoire 2. que les policiers compteraient les points, moi je m'inscris en faux en tant que militant. On ne peut pas faire ça, d'abord parce que quand les gens s'entretuent du crime organisé, celui qui tue renforce son pouvoir. Donc c'est pas vrai qu'on compte les points. Si on les laisse faire, ils deviennent plus forts. Ça s'appelle la violence programmée. Et deuxièmement, il y a des victimes innocentes. D'ailleurs, on parle beaucoup d'affaires qui ont lieu aujourd'hui. C'est 4-5 homicides qui ont lieu hier en France, même dans un lycée à Brest à coups de batte de baseball, etc., qui est plutôt lié au trafic de drogue. La Les Roses, Marseille, Clermont-Ferrand, Toulouse. En France, on n'en parle pas assez. Et il y a 1 mois et demi, c'était dans le Var, et il y a encore eu des victimes innocentes. Il y a une station-service. Ouais. Vous voyez, il faut éviter de partie, compter les points. Moi, je pense qu'il faut plutôt agir. Pour Je n'ai pas finir, dit que c'était bien. J'ai dit que ça a été un fait à certains moments non de mais l'histoire. Bruno Fulini, un historien, il constate que la police, parfois discrètement, dans les secrets des bureaux de commissaires, se disent après tout, laissons-les s'entretuer. C'est un Et on aveu l'entend. d'impuissance pour moi. On l'entend. La mort de Cuc, elle a eu une incidence. J'ai vu des photos où il y a une colonne de 800 mètres avec des fleurs envoyées des États-Unis. C'est-à-dire que c'était un homme. Enfin, je veux dire, la mort de Cuc a provoqué un séisme dans Pigalle. Est-ce que c'est la fin du réseau Corse? Il s'arrête quand le réseau Corse à Pigalle? Il est poussé par les pieds noirs, c'est les Zemmour. Le simple dernier, le cul qui tenait un bar qui s'appelait Laetitia, rue Notre-Dame-le-Lorraine. Il sera racheté par un Panzani d'ailleurs. Enfin, si Les je peux- frères Panzani. Les frères Panzani. Les frères. Et eux d'ailleurs, et on va dire que la fin du Pigalle Corse est marquée par la fermeture du Laetitia en 1975. Les fameux Panzani, ils sont l'objet d'une fusillade. Absolument. On est encore avec des histoires de pieds noirs d'ailleurs, parce que c'est la famille Zemmour. Alors ce qu'on appelait les Z, c'était donc une fratrie Très puissante. de garçons arrivés après-guerre et qui s'étaient imposés dans le faubourg Montmartre, qui était le fief des Juifs pieds noirs, et puis qui convoitaient des histoires de cercles de jeux corse, puisqu'on n'a pas parlé non plus de la présence des Corses dans les cercles de jeux parisiens, et viennent se venger. Les Panzani ont des intérêts dans ces cercles de jeux, enfin, c'est des nébuleuses histoires de voyous, et ils viennent se venger des Panzani, ils vont rafaler le Laetitia, et ça va marquer la fin, entre guillemets, du milieu corse à Pigalle, en tout cas dans le haut 9e, ce qu'on appelle Pigalle, c'est le haut 9e. Absolument. Et, Il y a tout un débat d'ailleurs sur Montmartre qui descendait plus bas. Ce qu'on appelait Montmartre, c'était Pigalle. C'était Pigalle. N'existe Non mais il y a pas. un Donc, malentendu voilà, sur les termes. On disait Montmartre pour désigner Pigalle. Bruno Fulini, il en reste quoi de tout ça, vous qui êtes historien? Je veux dire, on a changé d'époque, parce que François Canonici dit mais la brise de mer, ça n'a rien à voir. Enfin, il veut pas qu'on compare la brise, je dirais, à la stature de Cuc et la manière dont... C'est un monde disparu, c'est un monde englouti? Le monde de la pègre parisienne a complètement changé. En fait, on retrouve des choses un petit peu analogues ou qu'on compare volontiers, mais en Corse, la grosse différence, c'est que les Corses, finalement, s'exportent moins. Et en tout cas, oui, le banditisme va s'exercer sur place parce qu'il y a eu un afflux de richesses dans l'île. Alors qu'à une époque, l'île était vraiment, vous l'avez dit, totalement misérable. On l'a vu sur ces photos. Un tout dernier mot, on va être en retard sinon. Non, c'était... Vous êtes d'accord, vous pour accréditez? enfoncer le clou, oui, c'est effectivement... Les Corses travaillaient pas en Corse jusque dans C'est ça, les années ils 70. partaient. C'était, voilà, il y avait une espèce de statu quo, on ne touchait pas à l'île, et à partir de cette génération des années 70, ils vont travailler au pays. Voilà. Merci à vous trois, Jérôme Pirat, Bruno Fulini, Fabrice Risoli, de nous avoir éclairés parce que c'est une période passionnante. Et si vous vous intéressez à Cuc en particulier, eh bien c'est le livre de François Canonici, de Bonifacio à Pigalle. Vous le trouvez sur Internet, c'est très facile. Moi, je l'ai dévoré, ce livre. Voilà, il est en couverture avec des photos et des articles de presse parce qu'il y a une recherche évidemment d'archives menée par François Canonici que je salue. Évidemment, vous avez beaucoup de chance d'être à Boniface. On vous salue. Merci d'avoir participé à Police Justice Info. Merci à vous trois. Vous reviendrez évidemment sur d'autres affaires parce que évidemment vous êtes les bienvenus dans cette émission. Tout de suite, c'est Ça se dispute. Vous connaissez notre rendez-vous. On commente et critique l'actualité. C'est dans quelques instants.